Bonjour à tous. Bonjour Bonjour, Anthony. salut, ça Comment va? vas-tu Anthony? Super, mieux que la dernière fois, tout va Super. bien. Meilleurs vœux Anthony en ce début d'année. Merci, J'espère toi que aussi, meilleurs vœux à tout le monde aussi. j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de ton côté. Très bonne. De notre côté, nous, on est super contents de vous retrouver, pour ce deuxième live QSE. Après le succès du premier qui a plutôt bien marché, ben, on s'est dit qu'on en faisait un deuxième. On y est, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et du coup, on est super contents. Je vois les premiers bonjours qui arrivent dans le chat. Bonjour Julie, bonjour Yolande. Salut Céline, salut Benjamin. On va prendre 1 ou 2 minutes pour laisser, tout le monde arriver et heu et puis on va parler d'un sujet ensuite. Aujourd'hui, on n'a pas le même format que la semaine, enfin que le mois dernier plutôt. Le mois dernier, on Non. avait fait des questions-réponses. Aujourd'hui, on a choisi un sujet. On va creuser ce sujet ensemble Et ce sujet, c'est mettre en et place une démarche QSE, voilà, dans une structure qui a ou qui n'a pas d'ailleurs une culture QSE. On va exactement. en parler de toute façon. Ouais, Salut Christophe, salut Xavier, bonjour, bonjour Valérie. Il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui arrive, exactement. on est pas mal. Je vais en profiter pour installer le partage de l'écran. Voilà. Hop. Vous voyez qu'on a fait un nouveau visuel. Ça, c'est l'amélioration continue, qu'on s'applique à nous-mêmes. On a amélioré notre visuel d'accueil par rapport au premier live. Je trouve que celui-là, il est quand même vachement mieux. Et le compte à Et rebours aussi. et le compte à rebours aussi, exactement. Le compte à Voilà, rebours est un peu mieux aussi. c'est ça. Alors Alors, là, là, je cherche le je vois des visages familiers, je vois Nelly, je vois Christophe, je vois Yamina. Voilà. et moi, je vois qu'on est déjà 122. D'accord. On voulait faire mieux que la première fois, bah, c'est fait. On va C'est pouvoir mieux lancer que alors. Ouais, on va pouvoir lancer, on va démarrer. C'est vrai qu'en plus, c'est un sujet qu'on va faire aujourd'hui qui est assez dense. Ouais. En le préparant, pour tout vous dire, la question, c'était pas qu'est-ce qu'on va dire, la question, c'était comment on arrive à tenir le timing avec tout ce qu'on veut vous dire. Mmh. Alors, c'est parti. Le programme aujourd'hui, on va se présenter. Certains d'entre vous, peut-être, sont là pour la première fois, ne nous connaissent pas encore. On se présente rapidement. Et le gros sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le suivant: comment mettre en place une démarche QSE dans une entreprise? Comment on crée un système? Par où on commence? Par où ça passe? Euh, voilà, ça c'est le gros sujet de la journée. Vous pouvez commenter au fur et à mesure qu'on va traiter ce sujet. On va essayer de rebondir sur vos commentaires. On va essayer de prendre les questions, voilà, pour amener encore un peu plus de densité à ce qu'on peut dire. Et puis on terminera avec le sujet du prochain live, parce qu'il y aura un prochain live, un troisième, et C'est ça. la petite surprise. La petite surprise. On a fait un peu de teasing sur LinkedIn dans nos posts cette semaine. J'ai presque envie de ne pas en faire plus. Il y a une petite surprise à la fin. Voilà. Bon, pour les abonnés à ta newsletter, ils savent déjà, Les abonnés de ma newsletter savent déjà de quoi on parle et voilà. Mais ils ne peuvent pas parler sur ce live, donc c'est ils ne ça. peuvent pas vendre la mèche. On attaque? Allez, alors Allez, Nelly les dit qu'on fait vachement présentations. sérieux. Nelly dit qu'on fait vachement sérieux, on essaiera de faire un peu moins. On fait vachement sérieux, mais attends, avec le Ouais, sourire qu'on a, avec bon, ouais, ok. ouais. Alors oui, je commence par me présenter, Anthony Delesse. Je suis auditeur, consultant et formateur en management intégré en QSE depuis 15 ans à peu près. Moi, mon objectif, c'est sur LinkedIn en tout cas, et même lors des formations que je peux faire, c'est d'essayer de rendre un maximum la QSE accessible à tous. Je suis aussi responsable qualité à temps partagé de 4 entreprises et intervenant en master et licence pro en QSE, notamment à l'IEQT de Rodez. Voilà. Et je développe un programme qui est en ligne de formation qui s'appelle Coach Me QSE. À toi, Très Benoît. bien. À moi, merci Anthony. Alors, attends, j'ai un petit message d'erreur qui me dit qu'on a perdu l'accès au compte. Non, vous nous voyez toujours en ligne. Non, non, c'est bon. Ok. Alors, Benoît Krigel, je suis, après 15 ans passés dans l'industrie, devenu consultant, formateur en qualité il y a 2 ans et demi maintenant. Euh, je fais du conseil, de la formation, de l'audit de manière assez classique et je cherche à développer et exploiter le digital, l'essentiel,
proposer du conseil en format flexible, sur des formats de coaching individuel, des formats d'1 heure et demie à haute fréquence. Et puis à côté, je suis aussi responsable qualité pardon, d'un master, le master à l'université de Dijon, master qui est certifié ISO 9001, et membre de France Qualité Performance, notamment actif au sein de l'antenne bourguignonne. Bourguignonne parce que je vis à Dijon et que toi, Anthony, tu es à Toulouse. Voilà, vous saurez tout. C'est ça. On attaque le sujet du jour, la mise en place d'une démarche QSE dans une entreprise. Nous, on la découpe en 7 étapes, ou plutôt 7 plus 1 étape. Avant de commencer avec ces différentes étapes, je voulais faire un petit point sur comment on appréhende un sujet comme celui-là. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de le considérer comme étant un projet. C'est un projet à part entière et on va devoir chercher à suivre les étapes d'un projet. Les grandes étapes d'un projet, il y en a 4 de manière générique. Une phase exploratoire, une phase préparatoire, une phase de réalisation des actions, des livrables et une phase de bilan. La phase exploratoire est vraiment importante. Il faut se poser les questions de pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place une démarche, pourquoi, est-ce qu'on veut une certification, quel référentiel, et ainsi de suite. Ça, on ne va pas trop l'aborder aujourd'hui. On va se mettre en situation où on est déjà à l'étape suivante. Comment on se prépare pour ce projet et comment on va le dérouler. Ça va être quoi les étapes de déroulement de ce projet. L'étape 0 va être de s'informer. Avant de commencer à vouloir créer un système, il est important, quel que soit le pilote de ce projet, que ce soit un consultant externe, que ce soit un responsable qualité, QSE en interne, de bien comprendre l'organisation, de comprendre l'entreprise, ses produits, ses problématiques, son contexte, ses collaborateurs, leur culture. Il faut vraiment s'imprégner du contexte dans lequel va s'inscrire le projet. Parce qu'en fonction de ce contexte, la manière de le mener peut être variable. Il va y avoir des points de vigilance, il peut y avoir des risques qui sont variables. Donc, on commence par là, avant même de planifier les étapes, bien comprendre, bien s'informer. Identifier les forces, faiblesses, les forces sur lesquelles on va s'appuyer et les faiblesses qui vont devenir des risques, en fait, au cours de ce projet. Intéressez-vous aussi aux individus. Si vous nous lisez sur LinkedIn, vous le savez, la qualité, la performance, c'est l'individu qui l'a fait. C'est pas la procédure, c'est pas l'organisation, c'est l'individu. Donc les individus vont forcément être partie prenante de ce projet et doivent être absolument associés dès le départ à ce projet en sachant où ils en sont, qu'est-ce qu'ils en comprennent et d'où est-ce qu'on part. Oui. Qu'est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Anthony ? Ouais, s'informer, c'est aussi bien comprendre les pourquoi de cette démarche, à quoi ça va servir, pour quel objectif. Si souvent la certif est un objectif final, attention, parce que le système va souffrir de ça. Je pense que si vous lancez dans la mise en œuvre d'un système de management, qu'il soit certifiable ou pas, en tout cas si vous visez une certif, il ne faut pas que ce soit l'objectif final. C'est qu'un point d'étape. Donc, il faut faire attention à ça. Et pour revenir à la compréhension de l'organisation, vous allez avoir des problèmes aussi en fonction des problèmes ou des préoccupations, en tout cas, en fonction de si vous êtes monosite, multisite, s'il y a une holding au-dessus, ou en tout cas un siège qui va centraliser le système de management. Attention aussi au classement, si je prends un peu plus l'œil environnement, sécurité, l'historique de l'accidentologie, les statuts ICPE, l'état d'avancement de la veille, on reviendra sur l'étape 1 là-dessus, mais il faut capter un maximum d'informations, comprendre la culture d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui la sécurité fait partie des priorités? Est-ce que la satisfaction client fait partie des priorités? Tout ça, ça va vous permettre de dimensionner correctement le système de management. Il y a des dirigeants qui vont attendre aussi une dimension très financière du système. Et si c'est le cas, il va falloir, dans les étapes d'après, faire pas mal de références aux finances aussi. Voilà. Tout à fait. Donc, avant de commencer à organiser quoi que ce soit, bonne appréhension du contexte de l'entreprise et vraiment prenez le temps de s'informer. C'est un temps qui est gagné, c'est un investissement de temps qui est gagné pour la suite. Totalement. On passe ensuite à la première vraie étape de la démarche qui va être, on l'appelle échanger, mais échanger avec qui ? Avec la direction et avec l'encadrement. Pourquoi ? Parce qu'une des clés de réussite du projet, ça va être le leadership de l'équipe dirigeante et de l'équipe managériale. Donc, absolument indispensable de commencer ce projet avec eux, de s'assurer qu'ils ont une bonne compréhension du projet, des enjeux du projet, des attendus du projet, de ce qu'il va amener,
mais aussi du rôle qu'eux vont devoir jouer. En aucun cas, un consultant responsable qualité ne peut porter ce projet seul et ne peut le mener seul. C'est impossible. Il aura forcément besoin de prise de décision de la direction, il aura besoin de mise en place de ressources, il aura besoin de l'appui, du leadership. Et ça, c'est vrai pour toute l'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante qui est très probablement aussi seront les futurs pilotes de processus, on déterminera plus tard. Mais il faut que ce socle dirigeant, cette équipe dirigeante soit absolument impliquée et qu'on prenne le temps du coup de discuter avec eux au départ. Une fois que c'est fait, on va évaluer le contexte, mais au sens des exigences normatives. C'est-à-dire aller travailler sur déjà la stratégie, en réfléchissant aux enjeux de l'entreprise, interne, externe, en identifiant les parties intéressées, celles qui sont pertinentes, leurs attentes, en travaillant sur les risques opportunités du système qu'on va construire, donc de l'activité d'entreprise, et puis sur le volet HSE, aussi déjà commencer à travailler sur les obligations réglementaires et les situations d'urgence. Oui. Et on va essayer d'aboutir à un premier projet de politique QSE, qui n'est pas encore figé à ce moment-là, mais la politique, sa fonction, c'est de marquer un engagement qu'on va pouvoir ensuite communiquer. Donc la fin de cette phase d'échange, une fois qu'on est en phase, une fois qu'on a les bases de la stratégie d'entreprise, on termine sur cette ébauche de politique QSE. C'est clair. D'ailleurs, si je reviens à vos étapes précédentes, même s'entretenir avec la direction, ça permet aussi de démontrer que la direction joue un rôle moteur dans la démarche. Il y a beaucoup d'entreprises qui font une lettre d'engagement, une lettre de démarrage de projet aussi pour impliquer les ressources un maximum. Donc ça, c'est super important. Déterminer aussi la responsabilité de l'encadrement dans cette démarche, parce que ce sont souvent des membres de l'encadrement qui deviennent pilotes, dont tu en as parlé. Ouais. Et puis, il y a cette grosse phase, la grosse phase d'évaluation du contexte, où en HSE, donc vous l'aurez compris, hein, sur ce live, je suis plutôt sur le volet HSE et Benoît le volet qualité. Sur le HSE, c'est là où on va initier cet état des lieux réglementaire. Donc là, soit vous allez sur le site IDA Ineris, soit vous allez utiliser le code du travail. Donc le code du travail, sachez qu'il existe en Excel aussi. Ça s'appelle code IT, COD-IT. C'est le code du travail en Excel qui est donné par le ministère du Travail, qui est actualisé une fois par trimestre, je crois, donc qui peut vous aider. Et puis, si vous voulez aller plus loin, là, il y a carrément des logiciels de veille réglementaire assez bien, très bien, même certains, qui vous permettent d'identifier toutes ces exigences réglementaires. Donc ça, voilà, appuyez-vous dessus aussi, hein, parce que quand vous calculez le temps que vous prenez à faire de la veille et l'argent que ça vous coûte que de l'externaliser, parfois, il vaut mieux l'externaliser. Ouais. Ensuite, sur la partie risque-opportunité, là, il y a des particularités en environnement en sécurité, hein, le document unique notamment, une évaluation des risques plus large même en sécurité que l'on peut faire. On peut parler aussi de plan de continuité d'activité. On peut aller sur des risques aussi plus de société avec le plan de reprise d'activité. Je vous cite des outils qui vont en droite ligne de cette étape. Après, on fera peut-être des lives spécifiques dessus. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne des idées. Et puis, bien sûr, sur l'environnement, vous avez tout ce qui est analyse environnementale pour identifier les risques environnementaux significatifs qu'on appelle des AES, aspects environnementaux significatifs, et qui vous permettent de déterminer votre plan d'action par domaine de l'environnement. C'est là aussi où on peut intégrer tout ce qui est analyse de cycle de vie du produit. Même si ce n'est pas une exigence dite explicite de l'ISO 14001, on nous demande quand même d'évaluer les risques dans cette perspective de cycle de vie. Ça sous-entend que vous ne devez pas vous cantonner qu'aux limites 3D de votre entreprise, mais qu'il faut voir ce qui se passe un peu avant et ce qui se passe un peu après. Et que petit à petit, en fonction de votre degré de maturité, vous pouvez élargir le spectre de votre analyse de risque. Voilà. Et puis, il y a les situations d'urgence en HSE aussi. Je vais rebondir sur le commentaire d'Élodie qui dit « Bonjour, l'analyse du contexte et des parties prenantes ou intéressées souvent survolée par les entreprises, malheureusement. » Oui, malheureusement, parce qu'en fait, toute cette phase d'échange initial, d'analyse de contexte, d'analyse de risque, elle est centrale parce que ce qu'on va faire ensuite, on va découper des processus, on va modéliser le système, on va construire le contenu, en fait, tout ce qui va venir après doit répondre au contexte, aux enjeux et à la stratégie, aux choix stratégiques que font les dirigeants. Donc, si on la bâcle, quelle est la pertinence de ce qu'on va faire ensuite? Oui. Alors, après, le job du responsable QSE là-dessus,
c'est pas non plus de déterminer la stratégie d'entreprise. C'est de se baser sur les échanges avec la direction et l'encadrement pour identifier quels sujets vont être intégrés dans le système de management. On n'est pas obligé d'intégrer tous les sujets non plus, mais d'intégrer ces sujets-là. Je vous donne un exemple. J'étais dans une entreprise où il y a une volonté que de mettre en place une démarche RSE, mais la direction et l'entreprise ne se sentent pas encore assez matures pour intégrer ça dans un système de management QSE. Donc moi, cet enjeu RSE, j'en parle, mais je ne vais pas l'intégrer dans mes processus, je ne vais pas l'intégrer dans ma politique QSE. Pour l'instant, ça reste en sous-marin. Et petit à petit, en fonction du degré de maturité du système, on intégrera plein de thématiques de ce type-là. Voilà. Et l'analyse des parties prenantes ou intéressées selon les normes, déjà en HSE, vous avez une obligation aussi, c'est vous devez les retranscrire à l'écrit puisque ça devient des obligations de conformité. Et des obligations de conformité, ça veut dire quoi ? Ce sont des choses que vous devez vous engager à respecter, vous devez documenter au même titre que la réglementation. C'est-à-dire que les exigences des parties intéressées pertinentes deviennent aussi importantes qu'une réglementation. Donc attention à ce volet-là. Après cette phase d'échange et d'analyse de contexte, on va passer à la deuxième étape, clarifier l'organisation. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? On a fixé une stratégie, on connaît nos risques, on sait où on veut aller. Et on va modéliser l'organisation et qui sera ensuite pilotée pour y arriver. On va donc commencer par déterminer les processus nécessaires à la réalisation de la stratégie. Pour ce faire, on va découper l'ensemble de l'activité de l'entreprise en divers processus. Alors, on peut utiliser plusieurs méthodes, on en a parlé le mois dernier, je ne vais pas spécialement revenir dessus aujourd'hui, soit par service, soit par flux de création de valeur. Mais en tout cas, voilà, c'est à ce moment qu'on va commencer à découper les processus. Puis, une fois qu'ils sont découpés, on peut les représenter sous forme de cartographie. Et on va commencer le travail avec les pilotes de chacun des processus pour décrire le processus, définir leurs indicateurs, construire leur tableau de bord, et déterminer déjà à ce stade quelles sont les actions sur chaque processus qui vont devoir être mises en œuvre, des actions d'amélioration pour tendre vers une conformité et avoir un système qui soit complet. Ouais. Une astuce qu'on vous suggère, c'est de commencer par les processus opérationnels, parce que c'est ce qui a le plus de sens, c'est le cœur de métier de l'entreprise. Une fois qu'on a les processus opérationnels, on verra après les processus de support et de management. Important à cette étape, c'est que ce n'est pas vous, responsable QSE ou le consultant qui est missionné, qui fait ce travail de description, de définition d'indicateurs, de construction de tableau de bord. Votre job, c'est de faciliter ce travail au pilote pour qu'ils puissent s'approprier leur processus, le pilotage futur, l'amélioration future, et tout ce qui va tourner autour de leur processus, c'est à eux de faire la description. Ouais. Par contre, ce n'est pas forcément un exercice facile quand on le fait pour la première fois. Donc, votre rôle, c'est de faciliter, c'est d'amener la méthode, c'est de guider, de suggérer, de mettre de l'huile, et d'être un facilitateur. C'est vraiment un rôle de facilitateur à cette étape. Ouais. Alors, si je dois rajouter 2-3 choses, je vais regarder au niveau du temps aussi, puisqu'on a étape 2 sur 7. Mais en tout cas, il y a plusieurs sujets. Il y a déjà l'intégration de systèmes. C'est-à-dire que si vous êtes sur un système de management de la qualité et que vous voulez intégrer le HSE, attention à quel niveau d'intégration vous prétendez. On peut avoir de l'intégration totale, de l'intégration partielle. Il y a plusieurs manières de faire. Soit on diffuse le HSE dans tous les processus, soit on crée un processus HSE. Moi, je suis moins fan de ça, mais parfois, c'est plus simple. Comme ça, on centralise tous les indicateurs HSE dans un seul et même processus. Voilà. Il y a aussi ces questions d'intégration de la RSE que j'ai vu passer. Ça pourrait être un sujet aussi. Intégrer la RSE n'est pas un processus comme ça a été répondu d'ailleurs dans les commentaires, mais c'est plusieurs sujets, beaucoup de sujets, qui vont trouver dans les processus des porteurs de ces sujets. Donc la démarche RSE, elle doit être aussi intégrée, si on veut l'intégrer, dans l'ensemble des processus contributeurs. Donc ça, c'est une notion super importante. Et cette notion d'intégration, attention à l'intégration totale, ça veut dire d'avoir des indicateurs HSE un peu partout dans les processus. C'est assez complexe, mais ça devient après très fort, puisque tout le monde se sent investi du HSE à tous les niveaux. Donc ça peut être un sujet d'1 heure, donc je ne vais pas aller plus loin. Oui, tu ne vas pas aller plus loin, et moi je vais rebondir sur le volet RSE, sur ce que nous dit Emmanuel, que la RSE c'est un chapeau surtout, une démarche globale qui va intégrer les processus et les différentes activités. Ma vision personnelle, c'est que le système de management, il a pour but de réaliser la stratégie de l'entreprise.
Ouais. Si la stratégie inclut de l'excellence qualité, bah, on traduit ça en objectif pour les processus. S'il y a une démarche RSE, on le traduit en activité, en objectif sur les processus. Le système de management, il sert à ça, à piloter. Maintenant, quels sont les choix stratégiques? Quels sont les objectifs qu'on se fixe? Quelles sont les thématiques sur lesquelles on veut progresser? Là, c'est la direction qui prend ses décisions et qui fait ses choix. Donc, on peut très bien piloter une démarche RSE avec les processus du système de management. En enlevant un peu le mot QSE, parce qu'on a l'impression qu'on sait que du QSE, non. C'est le système de management des activités de l'entreprise. J'en profite pour passer un bonjour à Emmanuel qui était avec moi en master à l'IEQT. Donc voilà. Et il a raison sur le fait que les processus vont en fait alimenter la démarche RSE et pas l'inverse. Voilà. Il y a des sujets et tous ces sujets, RSE, qualité, environnement, ce qu'on veut, ils seront justement être portés par les processus. Et donc en fait, chaque processus va alimenter chacun de ces sujets. Voilà. Très bien. Allez, on passe à l'étape suivante. Une fois qu'on a la carcasse, on a les processus, on a les pilotes, et ben on va construire les instances de pilotage. C'est quoi ces instances? Les revues de processus, les revues de direction, les réunions d'équipe, les animations à intervalles plus ou moins courts. Sans doute que certaines existent déjà. Là, la question ici, c'est de dire lesquelles existent, lesquelles on rajoute, desquelles on a besoin, pour que, in fine, on ait une organisation d'instances de pilotage qui soit cohérente et pertinente, avec des fréquences, avec des participants, avec des thèmes abordés à chacune de ces instances. Ouais. De pair avec le pilotage, on a les outils de reporting. Quels outils on utilise? Quelle typologie de tableau de bord? Est-ce qu'on fait de l'affichage visuel? Est-ce qu'on fait du Excel? Est-ce qu'on automatise? Et puis, on va créer les outils qui servent à collecter aussi de la donnée dans le système. Des déclarations remontées des non-conformités, des réclamations, des dysfonctionnements internes, les plans d'action, les trames de revue, de processus, de direction, et ainsi de suite. On construit les briques, les éléments à l'intérieur des différents processus modélisés précédemment. Je vais rajouter, il y a une exigence phare en ISO 45001, donc en sécurité, qui pourrait être intégrée dans l'étape 2 ou l'étape 3. Donc, c'est le degré de participation des travailleurs. Il va falloir favoriser la consultation et la participation des travailleurs sur plein de sujets. La détermination des objectifs d'entreprise, l'évaluation des risques, les analyses d'accidents, etc. Il y a énormément de sujets sur la participation. C'est le chapitre 5.4 de l'ISO 45001. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, que je l'ai fait peut-être, normalement ça devrait être ça. Et dans ce chapitre-là, voilà, il est nécessaire de démontrer qu'on fait participer les travailleurs non encadrants. Donc ça ne suffit pas de faire bosser les cadres. Voilà. Donc attention aussi à cette partie-là. Tout à fait. Après, les outils restent les mêmes, hein, en environnement, HSE qu'en qualité. Ceux qui ont été vus là, c'est les mêmes. Quatrième étape, va porter sur la communication. Alors, on l'a mis en quatrième étape. Je mets un astérisque tout de suite. La communication, on va en avoir besoin tout au long du projet. C'est-à-dire à partir du moment où il y a le kick-off qui est donné par la direction, que la décision est prise, qu'une organisation commence à être mise en place, qu'on a une ébauche de politique QSE, la communication démarre déjà. Parce que, comme on le disait, on a besoin de mobiliser le personnel, on a besoin de l'équipe encadrante, mais aussi des personnes dans les différents processus, dans les activités opérationnelles. Maintenant, en termes de communication plus spécifique, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? La construction du système documentaire en co-construction, c'est-à-dire que c'est, une fois de plus, pas le consultant ni le responsable qualité qui rédige le système documentaire. Il faut absolument impliquer un maximum de personnes dans cette rédaction. Parce qu'en étant impliqué dès le départ, il y a une appropriation qui se fait. On s'assure aussi que le système documentaire formalise ce qui se passe réellement dans l'entreprise, les activités réelles, et non pas le souhait qu'aurait un manager, mais qui serait décalé de la réalité. Et puis la communication pour sensibiliser, former, expliquer. C'est quoi la démarche? C'est quoi ce qui est attendu? C'est quoi le vocabulaire nouveau qui apparaît? C'est quoi les nouvelles instances qui apparaissent? C'est quoi le rôle de chacun? En prenant bien garde d'adapter le discours tant à la culture de l'entreprise qu'aux interlocuteurs. On ne peut pas parler de la même manière à un comité de direction qu'à une équipe de production. Le vocabulaire qu'on utilise, les sujets qu'on aborde, les priorités qu'on met,
absolument devoir les adapter, en n'oubliant jamais que dans la communication, le but, c'est que le récepteur du message le reçoive et le comprenne, avec le moins de déformations possible par rapport à la volonté de l'émetteur. Et pour ça, il va falloir s'exprimer dans un langage qui peut être compris, qui peut être reçu. Pardon. Tu veux compléter, Anthony ? Et la forme aussi. Voilà, la forme. J'ai encore eu quelques messages ces derniers jours sur. Tu étais avec moi, je crois, dans ces messages-là. Comment rendre sexy un système documentaire avec des procédures Word classiques. Voilà, essayer d'innover aussi dans la construction de ces process, de ces procédures. Aujourd'hui, il y a plein d'outils visuels qui vous permettent de faciliter tout ça. Et puis, pourquoi pas, et ça, c'est le sujet de ta newsletter aussi, c'est utiliser l'humour. Utiliser l'humour à un moment donné pour aussi montrer que la QSE, ça reste accessible. Et voilà, on n'est pas des robots en train de faire de la stat et faire du document. On est là pour faire en sorte que les gens puissent se servir de cette documentation ou de ces outils pour que ça les aide au quotidien aussi. Tout à fait. Et structurez-la. Moi, je suis assez surpris que les exigences de communication ne soient pas super exigeantes, justement, dans ces normes-là. Je trouve qu'on pourrait aller plus loin dans la com. Quand on parle de formation, on dit qu'il faut évaluer l'efficacité de la formation. En communication, on ne nous demande pas d'évaluer réellement l'efficacité de la communication, de le prouver, de structurer cette com. Ça reste assez succinct. Donc, Ouais. vous pouvez aller plus loin parce que je pense que c'est une des dimensions les plus importantes avec le leadership, communication. Ouais. Et c'est pourtant des chapitres qui nécessitent qui n'ont peu d'exigences documentées. Voilà. Qui pourrait aller plus loin, alors que fondamentalement, ça a beaucoup plus d'impact réel sur l'entreprise que la pertinence d'une analyse environnementale ou d'un SWOT. C'est parce que ça va jouer sur l'implication du personnel. C'est ça. On va continuer sur l'étape numéro 5, après la communication, qui va être la mise en œuvre. Là, on arrive au stade où on a une stratégie, on a un contexte, des enjeux, on sait où on veut aller. On a donné des orientations, on a défini une organisation basée sur les processus, on a construit chacun de ces processus en formalisant les activités qui ont besoin de l'être, avec des indicateurs de pilotage, avec des instances de pilotage aussi. Maintenant, il va falloir faire vivre tout ça. Œuvrer au quotidien, réaliser ce qu'on a prévu de réaliser, fabriquer de la matière, de la donnée, prendre de l'expérience, du recul aussi, et nourrir aussi. On a défini des indicateurs des tableaux de bord, mais on va les remplir. Et on les remplit en réalisant les activités telles que prévues. Donc ça, c'est une étape où il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On fait ce qu'on a prévu de faire, on fait vivre le système. Par contre, c'est la plus longue. Pourquoi ? Parce que pour avoir un indicateur mensuel, ça dure au moins un mois, et pour avoir une évolution, une tendance, ça dure plusieurs mois. Donc forcément, pour avoir ce vécu, c'est l'étape qui va être la plus longue. Montrez-vous sur le terrain. Le terrain, 50% de l'activité minimum sur le terrain, au contact des équipes. Ça peut être à boire un café avec les équipes aussi. C'est se rendre accessible pour pouvoir capter tout ce qui fonctionne moins bien, et vous aider dans la mise en œuvre, dans l'implication aussi du personnel. Souvent, peu importe la démarche qu'on lance, on a environ, j'avais fait un post dessus, je crois, on a environ 20% de promoteurs, 20% de détracteurs, et puis le reste va suivre là où on met le plus d'énergie, en fait. Et l'intérêt pour le responsable QSE, c'est de réussir à passer du temps aussi avec ses promoteurs, essayer de prendre de la distance avec les détracteurs, parce qu'au milieu, il y a très vulgairement le ventre mou qu'il faut qu'on arrive à convaincre aussi pour se lancer dans cette démarche et renseigner toutes ces données. C'est pareil, renseigner des données d'amélioration. Attention, regardez la pertinence de vos outils. Est-ce qu'une fiche s'est adaptée ? Est-ce qu'on ne peut pas digitaliser ? Est-ce qu'on ne peut pas automatiser ? Ça va dépendre des structures, mais ça peut faire gagner un temps considérable qu'on ne passe pas à analyser de la donnée, mais qu'on passe au contact des équipes. Oui. Après cette étape de mise en œuvre, une fois qu'on a collecté ce vécu, qu'on a collecté de la donnée, on passe à l'étape numéro 6 qui va être la surveillance, la mesure, l'évaluation des performances à partir des données collectées, à partir des indicateurs qu'on a calculés. On va pouvoir dès lors organiser puis réaliser les revues de processus qui permettront sur chacun des processus de faire un bilan de cette étape 5 de mise en œuvre.
de voir les résultats obtenus, les éventuels gaps qui pourraient exister avec les objectifs qu'on s'était fixés, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas terminé, ce qui est en cours, et ainsi de suite. Donc pour ça, on renseigne les indicateurs, on analyse les résultats qu'on obtient, et la finalité de toutes les revues, c'est des données de sortie, c'est la prise de décision. Y a-t-il des actions à rajouter? Y a-t-il des risques qui se sont réalisés qu'on n'avait pas anticipés et qu'on va prendre en compte? Est-ce que l'organisation qu'on a pensée il y a 2, 3, 4, 5, 6 mois de ça, c'est la bonne? Est-ce qu'il y a besoin d'ajustement? Est-ce qu'il y a besoin de modifier quelque chose? Est-ce que les ressources sont adaptées? Est-ce qu'on a besoin de faire évoluer les ressources? Donc, c'est tous ces éléments qui vont... comment dire, c'est la valeur ajoutée qu'on va avoir sur cette période de mise en œuvre, c'est d'analyser les résultats qu'on obtient. Dans cette partie de surveillance, on va aussi commencer à faire de l'audit interne. Puisque les faire avant sur un système qui est en cours de construction ou en cours de mise en mouvement a peu d'intérêt. Par contre, à la fin de cette étape, on a la matière pour faire les audits internes et pour aller avoir une idée en termes de conformité et de pistes d'amélioration aussi. Clairement. C'est là aussi où on va faire l'évaluation de conformité réglementaire, même si souvent on le fait en même temps que ce qu'on a vu au tout début. Quand on fait le bilan réglementaire, normativement, ça arrive à ce niveau-là. Mais c'est là où on va pouvoir statuer sur la conformité aussi de la réglementation et engager un plan d'action. Attention, quand vous faites une veille réglementaire en HSE, n'oubliez pas de réévaluer la conformité des exigences à toute périodicité à définir, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour être sûr que vous soyez encore conforme. Ça ne veut pas dire c'est pas conforme un jour, conforme toujours. Ça peut évoluer, donc il faut garder une certaine surveillance à ce niveau-là. Voilà pour... après, sur du HSE, on est sur les mêmes choses. Exactement. Là, on est vraiment sur du pilotage de système. C'est remonter les infos, les traiter, trouver des indicateurs pertinents. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, voilà, on a un peu de temps là par rapport au planning qu'on a prévu. En HSE, ce que j'aime avoir comme indicateur qui ne parle pas à tout le monde, mais qui donne quand même une idée de notre capacité à maîtriser l'environnement et la sécurité, c'est quand on fait une analyse environnementale, on va coter les impacts associés à nos aspects. Cette cotation, ça va me donner un chiffre. Si je prends tous mes aspects environnementaux et que j'en fais une moyenne, ça me donne ce que j'appelle, vous l'appelez comme vous voulez, un indice de performance environnementale. Comme un taux de fréquence et un taux de gravité en sécurité, sauf que là, on est sur l'analyse, et cette moyenne de la criticité des AES, ou des AE d'ailleurs, des aspects environnementaux, ça me donne un niveau. Et ce niveau, il faut que je le baisse chaque année, pour démontrer que j'ai une maîtrise environnementale. Je peux faire pareil en sécurité, avec mon évaluation des risques. Ça parle à personne, je suis d'accord avec vous, enfin, je pense que beaucoup de gens vont le dire, je dis, mais ça donne un état du risque moyen dans l'entreprise. Et c'est assez intéressant à suivre, je pense, pour un responsable QSE. Merci Anthony. Si, ça intéresse plein de monde. Je ne sais pas, on verra. J'attendais mon tour pour rebondir sur la remarque de Myriam, parce qu'il y en a plusieurs à l'avoir évoqué dans les commentaires. Autant vous donner les étapes, mais combien de temps faut-il pour mettre en place un système? Alors, de manière assez globale, indépendamment du contexte, mettre en place une démarche et une certification sur une norme, on part sur 12 mois. Je vois Christophe qui nous dit mise en place moyenne incompressible 1 an, 12 mois. Alors, moyenne, oui, incompressible, je ne suis pas d'accord par contre. On peut compresser le temps. On peut descendre à 8 mois, à 6 mois. Par contre, ça sous-entend d'une part que les ressources sont mises à disposition et qu'on va libérer beaucoup de temps au personnel de l'entreprise pour travailler sur ce sujet. Et dans la pratique, c'est assez compliqué et ça coûte cher. Donc, ça arrive plutôt occasionnellement. Si on part directement sur plusieurs référentiels, sur une démarche QSE, 1 an, c'est court. On va plutôt aller vers 1 an et demi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, il y a une maturité à gagner, un vécu à gagner sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, mais à retenir, la durée moyenne, ça reste 1 année. Essayez de ne pas dépasser trop 18 mois, parce qu'après, on perd le rythme. Le projet devient trop long, devient trop distant, et donc on risque de perdre en implication. Et c'est vrai que ça rebondit là-dessus, ça dépend du scope, oui. Si vous êtes multi-activités opérationnelles, ça va être plus compliqué. Si vous décidez d'engager la démarche seulement sur certaines de vos activités opérationnelles, vous pourrez gagner du temps.
Donc ça va vraiment dépendre Mm. aussi de votre domaine d'application. On en a parlé le mois dernier, il y avait une question là-dessus. Mais effectivement, plus le scope est important, si on prend un multisite avec 20 sites, voilà, c'est pas la même chose. Il y aura peut-être un site pilote d'ailleurs, un site qui sera certifié en premier, et on décuplera la méthode, enfin on la mettra en œuvre sur les autres sites au fil du temps. Voilà. Donc ça dépend vraiment. Merci Céline qui rappelle que j'ai fait un post sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Okay. Quand un client m'avait demandé de mettre en place un système sur les 3 normes QSE en moins de 6 mois. Ce qui est là, par contre, aberrant. Après, il y a une question aussi, combien de temps entre la mise en œuvre et la surveillance? La surveillance, ça se fait tout du long et en même temps que la mise en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins un retour d'expérience sur les données, les indicateurs. Sur ce que je conseille, c'est 6 mois au moins. Ça veut dire de pouvoir faire un premier bilan à 6 mois et de se dire, OK, on est bon dans la démarche. Et là, on peut même prétendre à l'assertif ensuite, sans avoir un an entier de statistiques. 6 mois, c'est suffisant aussi. On va passer à l'étape numéro 7. Une fois qu'on a fait cette surveillance, on va pouvoir boucler la boucle du PDCA et prendre des décisions. Et ça, c'est l'objectif de la revue de direction. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les données de sortie des différentes revues de processus, en s'appuyant aussi sur les exigences en termes de données d'entrée de revue de direction, on va pouvoir faire un premier bilan de ce projet de système qu'on a mené, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de faire le point sur les indicateurs, de faire encore le point sur les risques. Le but étant vraiment d'amener à de la prise de décision. L'important, c'est les données de sortie en revue de direction. Y a-t-il des actions à mener, des choses à améliorer? Y a-t-il une organisation à faire évoluer? Et des ressources, des besoins en ressources à prendre en compte. Cette fois à l'échelle du système global et non plus à l'échelle de chaque processus comme on le voit en revue de processus. Donc on fait un bilan de ce qu'on a fait au cours des 6 premières étapes, ce qui permet aussi d'actualiser les enjeux, d'actualiser la politique, de revoir les risques opportunités, les exigences des parties intéressées, tous ces éléments liés au contexte et à la stratégie. On va profiter de la revue de direction pour les mettre à jour, et au moins les revoir et se demander s'il y a lieu, s'il y a besoin d'une mise à jour. On peut statuer à ce moment sur l'efficacité du système. Atteint-il les objectifs qui ont été fixés ou pas? Et puis communiquer sur les résultats qui sont obtenus, vraiment à large spectre, à l'ensemble du personnel, pour maintenir cette dimension d'implication des collaborateurs. Et cette revue de direction, elle est importante dans la démarche d'amélioration parce qu'on légitime les choix et les décisions qui vont être prises et qui vont amener à des actions à mettre en œuvre au cours de la boucle suivante de PDCA à l'échelle macro de l'année suivante généralement. Pour la revue de direction, alors là, c'est pareil, ça va dépendre des entreprises. Il y a des entreprises qui ont besoin d'avoir cette instance-là qui est bien définie parce qu'elle va générer beaucoup d'actions. Et il y en a d'autres qui ont une mini-amélioration continue, tout le temps, au mois, au trimestre. Et là, la revue de direction, elle perd un peu de sa saveur dans le sens où on ne crée pas d'action à l'issue réellement de cette revue de direction. C'est pas grave. Le but, c'est au moins d'enclencher cette dynamique d'amélioration continue en fonction de la vitesse de votre entreprise. Voilà. Quand vous êtes dans des boîtes de petite taille avec une démarche portée par la direction, ça va très vite. Et j'ai déjà eu le cas d'un dirigeant qui m'a dit, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose, la revue de direction, parce qu'on est impliqué dans des revues de direction au mois ou au trimestre. Ouais. Voilà. Ça arrive aussi. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation qu'on fasse une réunion de direction officielle, même si c'est bien dans certaines boîtes parce que ça permet de statuer, de faire vraiment un point officiel. Mais il y a des boîtes qui sont beaucoup plus agiles que ça et donc qui vont faire toutes ces réunions au fil de l'année. Voilà. À pas oublier. On n'est pas obligé de faire une revue de direction d'une demi-journée ou d'une journée, comme on peut le voir dans certaines boîtes. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant les revues de processus que la revue de direction, ce n'est pas des figures imposées par l'ISO qui se superposent au pilotage des activités. C'est une manière de piloter les activités. C'est-à-dire qu'une revue de processus, ça sert à faire un point sur les activités sur un périmètre, qui est celui du processus. Ça ne vient pas en plus de réunions de pilotage des activités. C'est ça, c'est la même chose. La revue de direction, c'est pareil. C'est un moment qui a pour objectif de piloter de manière plus macroscopique, de prendre des choix hiérarchiques, de faire des choix stratégiques, de faire un bilan, de mettre à jour, de prendre des décisions,
Ça ne se fait pas en plus du pilotage de l'entreprise. C'est le pilotage de l'entreprise. Alors, Emmanuel, tu as la cote aujourd'hui. Je reprends une deuxième question. Un retour d'expérience d'un fonctionnement hybride, revue de direction annuelle et revue de direction régulière. Plusieurs manières de prendre la chose. On peut très bien faire 2, 3, 4 revues de direction par an et répartir les sujets qu'on aborde au cours de chacune. On fait toujours un point sur les indicateurs, les résultats. Par contre, on peut en dédier une plutôt à la revue des risques et des opportunités, une plutôt sur les enjeux, les parties intéressées, le contexte externe, et répartir ainsi comme ça les différentes données d'entrée sur les différentes revues. On peut aussi considérer qu'un ensemble de données d'entrée sont vues dans d'autres instances. Oui. Des réunions mensuelles de CODIR, alors l'idéal à ce moment-là, c'est de faire un maillage, un mapping, une cartographie pardon, de différentes instances, de savoir quelle donnée d'entrée est vue où. Et la revue de direction va devenir une réunion de production de données de sortie, où on aborde à peine les données d'entrée, parce que comme on les aborde toute l'année, on les connaît déjà. On va juste reprendre les points vraiment les plus critiques, et on va plutôt se concentrer en revue de direction sur qu'est-ce qu'on améliore, comment on fait évoluer l'organisation, et faire une revue de direction qui est plus productive, créative, dans le but de favoriser l'innovation et l'amélioration. Je pense aussi que c'est intéressant d'y intégrer les succès, même si c'est léger. C'est les succès et ce qu'on doit améliorer. La revue de direction, dans sa portée de communication, elle doit aussi mettre en avant ce qui marche bien, parce que je pense qu'une démarche QSE se met en œuvre aussi pour mettre en avant ce qui marche bien, et pas que pour chercher l'amélioration ou le défaut, c'est mettre en avant ce qui marche bien. Donc s'appuyer sur ces succès, c'est vraiment important. Et une revue de direction, si on garde l'état standard de la revue, donc à l'année souvent, attention, une revue en tant que telle, ça dure plusieurs semaines. Et à la fin, ça se termine par une réunion de direction qui peut durer plusieurs heures. Donc le fait de la découper... pardon ? Ou jour. Ou jour. Je vois dans les commentaires des revues de direction de 2 jours. 2 jours de Nelly, ouais. Donc le fait de la découper dans le temps, c'est intéressant. Moi, j'ai eu le cas chez un client où la dirigeante faisait des réunions du personnel qui étaient tellement complètes que moi, à la fin de l'année, j'avais juste à y associer quelques statistiques, etc., pour que les réunions du personnel trimestrielles plus mon annexe répondent aux exigences normatives. Voilà. Donc aussi, ça c'est important, voilà. Tout à fait. Une fois qu'on sort de cette revue de direction, on part dans une nouvelle boucle. Et notre démarche de déploiement de notre système, elle touche à sa fin. On rentre dans la vie du système, on rentre dans un fonctionnement cyclique de planification, de mise en œuvre, de mesures et d'amélioration. Et on a fini notre projet. Cette étape, finalement, 7 et la revue de direction, elle coïncide aussi avec la 4e grande étape générique d'un projet, qui est la phase de bilan et de retour d'expérience. On formalise ce qui a bien marché, on regarde dans le rétroviseur, afin de prévoir ce qu'on va faire pour la suite. Donc, on arrive à la fin du projet. Et Anthony, à moins que tu veuilles y rajouter quelque chose, on va passer à nos 2 points de la fin du live. Vas-y. Je voudrais rajouter une chose, c'est que si vous prétendez à la certification, la demande de certification va se faire à la fin de l'étape 6. Ça veut dire après votre audit interne qui vient valider le fait que votre système peut passer l'audit de certif. Ça vous laisse le temps entre l'étape 6 et l'étape 8, qui n'existe pas dans notre présentation, mais qui serait la certif, de faire la revue de direction, etc., en bonne et due forme. Donc c'est souvent à ce niveau-là que ça se passe. Si vous demandez une certif, attention, il y a pensez anticiper de 2 voire 3 mois votre demande de certification. Si c'est du QSE, s'il y a des référentiels spécifiques, ça peut être encore plus long. Donc, si vous avez une exigence réelle que d'être certifié à une date précise, créez votre rétro-planning de conception de votre système à partir de cette date en prenant en compte le délai de mise en œuvre de la certif. Exactement. Et là, on est vraiment dans la logique gestion de projet ou en phase préparatoire, avant de commencer le travail. On prend en compte l'ensemble des contraintes, d'où l'étape d'information pour avoir une bonne vision des contraintes autour des projets. Si une contrainte est une deadline, oui, on fonctionne en rétro-planning et on ajuste les ressources et l'organisation, la planification pour être prêt au jour de la deadline.
Une dernière chose aussi, je vois qu'il y a eu pas mal de remontées sur les limites de ce genre de système, les difficultés de ce genre de système. Bah, effectivement, les limites, elles vont être fixées par le degré d'implication de la direction, clairement. Les limites aussi, elles vont être fixées sur la capacité de l'encadrement à manager. Parce que ici, en QSE, on n'est pas là pour identifier, et mon ancien patron me disait, la chasse aux défauts n'est pas la chasse aux coupables. On n'est pas là pour trouver les coupables. Donc après, il y a une partie RH aussi. Une partie RH, une partie management qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, ce sont des limites. Pour moi, il y en a deux, mais qui dépendent. C'est la direction, en fonction de son degré d'implication, et l'encadrement intermédiaire au niveau de sa capacité à manager les équipes et à les impliquer dans le projet. Ça, ce sont des vraies limites. Oui, Voilà. tout à fait. Allez, on va clore le sujet mise en place d'une démarche QSE. On espère que ça vous a apporté des éléments qui vous permettront d'avancer. Et on va passer au sujet suivant, le prochain live, qui aura lieu, on vous donne la date, vendredi 10 février, donc dans un mois, même heure, même endroit. Et le sujet de ce prochain live, on repart sur un format question-réponse, comme au mois de décembre. C'est-à-dire que le principe est le suivant, entre aujourd'hui et puis le 10 février, on vous met à disposition un formulaire. Vous pouvez poser vos questions. Et puis, quand on arrivera vers le live, Anthony et moi, on choisit les questions et parmi celles que vous nous posez, qu'on va aborder pendant le live, en consacrant 5-10 minutes maxi par question pour pouvoir traiter un ensemble de sujets. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez déjà poser des questions. Alors, le lien, il me semble qu'il n'est pas cliquable, donc il faut faire un copier-coller, enfin le sélectionner, puis faire un copier-coller pour pouvoir ensuite y répondre. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on fera des communications dans nos posts et vous aurez, si vous nous suivez régulièrement, accès à ce questionnaire sans problème. Ouais. Juste pendant que tu fais... Ah oui, tu l'as déjà mis le lien, parce que je Ouais, voyais je une l'ai mis. question à laquelle je voulais répondre aussi. Là, un petit peu, c'est est-ce qu'on doit revenir à l'étape 1 ou à l'étape 5 ? Je dirais qu'on doit revenir à l'étape 4, en fait, pour recommuniquer, reconstruire, resensibiliser, reformer. Donc voilà. Et après, ça part en amélioration continue. Ouais. Pour terminer, alors terminer, on va encore prendre quelques minutes parce que c'est l'heure de la surprise. Et Surprise. Tintin, suspense, de quoi vont-ils nous parler ? T'as pas mis le roulement de tambour, non? T'as pas fait un... Non, j'ai pas mis le roulement de tambour. C'est une bonne idée, ça, amélioration continue. Alors, la surprise, la voici. La surprise, elle s'appelle le village QSE. Et le village QSE, c'est un lieu virtuel, un espace virtuel qu'on est en train de créer, qu'on est en train de finaliser, qui a pour but une chose, c'est vous permettre à vous de discuter entre vous, d'échanger entre vous, de vous partager des benchmarks, des tips, des modèles de documents, des retours d'expérience, de poser des questions et de voir comment dans d'autres secteurs d'activité on traite les problématiques. Finalement, de gagner du temps, gagner beaucoup de temps en échangeant avec vos homologues, les uns entre les autres, avec des homologues, de rompre aussi l'isolement qu'on peut ressentir dans la fonction de responsable qualité QSE quand on est seul sur la fonction dans une entreprise. Donc voilà, ce qu'on est en train de créer, c'est le concept du village. C'est un petit endroit avec des gens qui vivent un peu de la même manière, qui se côtoient, qui se connaissent, qui font des activités ensemble et qui se croisent dans la rue. C'est de faire ça en QSE. Concrètement, ça prend quelle forme ? Ça va prendre la forme d'une plateforme en ligne qui sera composée de plusieurs choses. Un forum, d'une part, et puis quelque chose qui ressemble un peu à un réseau social privé. On va pouvoir aller poster des messages, on va pouvoir liker, commenter, on va pouvoir discuter, échanger des fichiers avec des salons de discussion thématiques. Anthony, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on montre plus la structure ? Non, c'est ça, c'est favoriser un espace d'échange entre vous avec une réelle valeur ajoutée sur ces échanges. C'est pour ça qu'on est là aussi en tant que modérateur. Le but, c'est vraiment qu'il y ait de l'apport, pas un enchaînement de posts les uns en dessous des autres où il n'y a pas d'interaction. Le but, c'est que si vous avez une question, on puisse, à travers la communauté, donc vous puissiez en fait vous répondre entre vous, benchmarker un maximum, et puis qu'il y ait une force collective qui se crée et qui permette d'améliorer votre quotidien de QSE. J'en parlais, c'est marrant, ce matin,
de ce sujet et une idée qui a été émise, c'est quelque chose qui tend à la QVT, ce qu'on est en train de faire. Cette communauté, elle a pour vocation d'améliorer votre qualité de vie au travail à vous, responsables QSE, en vous facilitant l'accès à de l'information, à des confrères, et avec une dimension aussi humaine et relationnelle, de partage de réussite, mais de galère aussi, et quelque chose de très humain finalement. Ouais, et puis il y aura des surprises aussi. Donc je vois, y a-t-il un banquet après chaque. Ouais, il y aura un banquet. Mais pourquoi pas? Il y aura des surprises auxquelles on a déjà réfléchi et d'autres qui vont arriver au fil du temps, je pense, en fonction du retour d'expérience. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Ça commence quand? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce qu'on a pensé, c'est 3 niveaux d'accès à ce village. Pour commencer, un espace public, accessible tel un site internet, donc il y aura n'importe qui avec le lien pourra y venir. Un espace public dans lequel vous aurez accès au replay de nos live LinkedIn, à nos newsletters, à des ressources entre guillemets gratuites qu'on a déjà ailleurs, mais on rassemble leur accès, on facilite le fait d'y accéder à cet endroit. Ensuite, on a 2 autres niveaux d'espace. Dans l'espace villageois, sur le thème du village, une première partie qui est l'espace membre. Et l'espace membre, il donne accès à l'ensemble du forum, à l'écrit. On le rend payant. On ne veut pas que ce soit gratuit pour une raison très simple, c'est qu'on souhaite que ce soit des gens qui ont envie de participer, qui viennent, qui soient impliqués. Et que pour cela, on veut s'assurer qu'il y a une motivation et qu'il y a un investissement de la part des personnes qui viennent. Il sera proposé cet accès à 5 € par mois. On estime que c'est une contribution qui est modeste. On ne va pas s'enrichir avec 5 € par mois. Par contre, ça nous permet de nous assurer qu'on n'est pas trop nombreux avec une proportion trop importante de gens peu concernés. C'est ça qu'on veut éviter. On veut un village, on ne veut pas une grosse agglo métropole. On veut un village où on se connaît, on est là pour les bonnes raisons. Et puis, on a ensuite un espace premium dans lequel on a bien sûr l'accès au forum, de la même manière que l'espace membre. Par contre, ce qu'on va rajouter en termes de valeur ajoutée dans l'espace premium, c'est des lives tous les mois, des lives a priori de 2 heures, sur des thèmes qu'on choisira avec vous. On vous proposera des thèmes, on fera des sondages, vous choisissez les thèmes. Et l'idée sur ces lives, à la différence des lives sur LinkedIn, il n'y a qu'Anthony et moi qui parlons. Nous, ce qu'on veut sur les lives du village, c'est que on vous donne notre point de vue sur la thématique, 5-10 minutes, et après, on parle tous ensemble. Et chacun amène son expérience, son point de vue, on compare, on échange, et c'est là qu'on a en fait une vraie valeur ajoutée, on construit ensemble, on grandit ensemble. Vous aurez aussi l'accès au replay de tous les lives, donc il y en aura une douzaine dans l'année. Dans les petites surprises, on rajoutera sans doute des lives surprises, des petits moments sur la pause méridienne où, voilà, au moins une fois par semaine, l'un de nous deux est là. Si vous voulez venir discuter, venez discuter avec nous. Et puis, alors en termes de tarifs, on projette d'ouvrir cet accès premium à 100 € par mois. 100 € par mois, en fait, ça représente 1 200 € à l'année. C'est ce que vous coûte un consultant que vous prendriez dans votre entreprise en présentiel pour une journée. Donc l'idée qu'on a, c'est de remplacer une journée de consultant présentiel par un accès au village QSE, à la communauté à travers le forum, à des lives tous les mois où on peut vraiment échanger et on peut discuter ensemble. Et puis, petite surprise, cerise sur le gâteau, dans une variante dans la dimension premium, c'est de vous faciliter aussi la possibilité d'avoir accès à des visios en individuel avec nous, avec Anthony ou moi. Donc, vous proposez soit d'avoir un petit crédit d'heure à l'intérieur de votre abonnement chaque année, 6 heures, 10 heures, 12 heures, vous consommez quand vous en avez besoin, et puis de vous proposer un tarif préférentiel si vous souhaiteriez déclencher des heures en plus, ou au départ si vous n'en aviez pas pris au départ. C'est ça. Toute l'idée, c'est vraiment qu'on vous apporte quelque chose qui n'est pas simplement nous, consultants, qui vous travaillons sur vos problèmes, mais on vous permet de vous rassembler en ayant une cohérence dans l'approche de la qualité du QSE et que vous puissiez trouver une valeur ajoutée entre vous à laquelle, bien sûr, on amène notre touche. Tant en modérateur, mais en contributeur aussi, clairement. Complètement. Et d'ailleurs,
pardon, c'est aussi la valeur ajoutée. J'ai vu une question, c'est quelle est la différence avec un groupe LinkedIn? Bah, c'est que là, on est dans le village, nous aussi. Ça veut dire qu'on va se côtoyer dans le village aussi. Il y aura un attachement qui sera peut-être plus important. Il y aura cette opportunité de visio aussi. Il y aura cette opportunité de contact peut-être entre vous, entre nous, en fait, plus proche. Voilà, c'est cette proximité qu'on veut créer, même en ligne. Et c'est vrai que j'avais moi une remarque ce matin sur LinkedIn, Nathalie, qui me disait, mais une communauté, vous le faites déjà avec vos posts. Ben, précisément, nos posts, vous les lisez, mais vous ne parlez pas entre vous. Et c'est ça qu'on rajoute, en fait. C'est l'endroit où vous pouvez parler entre vous. Parce que je pense qu'avoir accès les uns aux autres amène beaucoup plus de valeur qu'avoir juste accès à nous. Même si on en amène de la valeur, mais il y en a encore plus. Concrètement, ça commence quand? Ouverture, vendredi 13, ça fait peur, la semaine prochaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer en l'ouvrant gratuit. Si ça vous intéresse, l'espace membre est gratuit. Ouais, l'espace membre sera gratuit. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ça vous intéresse, c'est que vous veniez regarder à quoi ça ressemble, c'est que vous veniez essayer, c'est qu'on lance, on teste. Donc forcément, il y aura sans doute des ajustements dans l'organisation, dans les thématiques. Voilà, on fait ça ensemble. Et puis après quelques semaines, on activera l'offre payante telle qu'elle est présentée. Suivez nos posts la semaine prochaine. On donnera des informations sur LinkedIn dans nos posts sur où s'inscrire, où est-ce que ça se passe, comment ça se passe. Et puis vendredi, ce sera l'ouverture du village. Voilà, c'est ça. On a hâte. On a hâte parce que pour ne rien vous cacher, on l'a en tête depuis un moment. Alors, Anthony, toi, t'as pas trop eu cette vie de responsable QSE de PME isolé, mais moi, je l'ai eu. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai eu, je me suis parfois senti vraiment seul. Et j'aurais aimé, en fait, avoir ça. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir. Plutôt que de passer 2 jours à tergiverser sur par quel angle aborder à quel problème, aller mettre un message sur un forum et avoir 4 personnes qui me répondent, moi j'ai fait comme ça, mais fais gaffe à ça, et gagner un temps incroyable. Et me sentir moins seul. L'objectif, il est là. Ce que je vois dans les commentaires, c'est que globalement, l'idée est bien perçue. Il nous faut un panoramix, par contre. J'ai vu qu'il faut de la potion magique. Ouais, moi j'ai vu passer, j'ai essayé de le retrouver, j'ai beaucoup aimé, sympa l'idée de le village des irréductibles QHSE. Et bah ouais, on est les irréductibles QHSE. Et voilà le projet. Alors, je disais, suivez nos posts. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur LinkedIn directement. Si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez surtout pas. Ouais. Est-ce qu'il y aura de la potion magique, Marlène? Je ne sais pas, mais ça, je prends note, ça peut être une bonne idée. Alors oui, si, un point aussi, on part sur quelque chose qui est exclusivement distanciel. À l'heure actuelle, en tout cas, on n'a pas prévu qu'il y ait, quand on dit des lives, c'est des lives en visio, hein, c'est pas des événements présentiels. Pourquoi? Parce que notre audience, c'est la francophonie, et qu'elle va de Madagascar à Montréal en passant par la Belgique et l'Auvergne. Donc, faire du présentiel, il faudrait vraiment qu'on soit beaucoup nombreux et qu'on arrive à regrouper ceux qui sont proches géographiquement. Est-ce que ce sera une évolution à terme? Ma foi, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas ce qui est prévu aujourd'hui. En tout cas, j'ai une petite réflexion, moi, comme ça, je vous la livre parce qu'elle est toute nouvelle. J'ai vu sur un post d'une influenceuse LinkedIn, qu'elle faisait des promenades des semaines dans Paris. Moi, je suis à Toulouse et je suis en train de me dire, on verra si ça marche ou pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas lancé, mais de faire la promenade QSE à Toulouse. Ça veut dire que, tiens, pendant 1 heure, les Toulousains, on va se promener dans un parc et on parle de vos problématiques QSE ensemble, on discute et voilà, en présentiel. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Exactement. Voilà. Wattels, il est 13h59. Il te reste la dernière diapo. Parfait sur le timing. Il nous reste la dernière diapo. Pour en savoir plus sur nous, on a évidemment nos profils LinkedIn qui sont bien remplis. On poste toujours quotidiennement depuis la fin des fêtes de fin d'année, depuis la rentrée. Et puis sur nos profils, vous allez trouver l'accès si vous êtes intéressé aux 100 conseils, au coaching pour réserver un rendez-vous pour du coaching individualisé. La newsletter, le rendez-vous qualité, dont le 2e épisode est paru avant-hier, et qui parle de l'humour dans la démarche QSE,
C'est ça. qui parle de nos mèmes QSE et qui montre aussi des exemples que vous m'avez envoyés d'utilisation de nos mèmes dans vos entreprises. Ouais. Et ça nous a fait super plaisir. Quand j'ai vu les Simpsons dans un PowerPoint de revue de direction, j'ai adoré. Et quand j'ai vu Mr Bean affiché à l'entrée d'un bureau d'une responsable qualité, je trouve ça génial. Donc voilà, allez jeter un œil, il y a le lien et le lien est sur mon profil. Et Ouais. puis, Coach Me QSE, je te laisse en parler, Anthony. Ouais, bah, Coach Me QSE qui est une offre un programme en ligne qui centralise les exigences des normes QSE et qui vous permet de comprendre les exigences, les documents obligatoires, les outils qu'on peut mettre en place. Donc tout ça est un programme en ligne. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin du mois de janvier, c'est à moitié prix grâce à un code promotionnel qui est en majuscule Noël 2022. Donc si ça vous intéresse, voilà, j'ai des liens un peu partout dans mes posts. Allez voir, et si vous avez des besoins d'informations, je suis disponible aussi. Je profite pour souligner le commentaire de Myriam qui nous dit qu'elle adore les 100 conseils de Benoît. T'as Merci raison. Myriam. Voilà. Et, et puis celui d'Hélène qui nous remercie pour la qualité du live. Au top, vous en apprenez, et tant mieux parce que c'est notre objectif, c'est de Ouais. donner tout ce qu'on a à donner. On est assez convaincu que plus on vous en donne, peut-être qu'on en recevra un moment aussi après, mais ça commence par donner d'abord. Et puis, le mot de la fin, Anthony, je pense qu'on peut clôturer. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, bon week-end. Bon week-end, Voilà. exactement. On espère que la reprise s'est bien passée. On se retrouve sur les posts la semaine prochaine. À l'ouverture, l'inauguration du village le 13 janvier. Et puis en live, ce sera vendredi 10 Ah, février. attends, on s'est trompé sur le vendredi en février. C'est le vendredi 10, pas le vendredi 6. Voilà. Ah non, c'est surtout moi qui ai fait une. Voilà, donc vendredi 10. De toute façon, on fera de la com là-dessus. Merci Jérémy, merci Oui, Céline, merci Pauline. Merci, c'est le 6, c'est aujourd'hui en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le 10. Super. À bientôt tout le monde. Merci à tous. Bye bye. Salut Ouais. Anthony. Ciao.